Merci beaucoup Marie, bonjour à toutes et à tous. Avant de donner la parole à nos intervenants, je vous propose de regarder un court dessin animé que nous avons réalisé avec l'équipe du Bureau de la Recherche pour présenter quelques-unes des grandes étapes de développement de l'intelligence artificielle, son histoire étant absolument pas récente, et souligner les opportunités et les risques que son déploiement est susceptible d'engendrer. Pour ceux qui le souhaitent, je signale qu'il y a des casques de traduction à l'entrée. Voilà, parce qu'il y aura quelques échanges en anglais. Voilà, pour l'instant, place au visuel. IA, l'intelligence de l'action publique. L'intelligence artificielle alimente régulièrement le débat public. Mais entre fantasmes issus de la science-fiction et réalité technologique, l'IA est surtout un vaste champ de recherche mêlant sciences dures et sciences sociales. Alors, que nous apprend la recherche sur ce sujet ? L'IA est-elle soluble dans l'action publique ? Au commencement était le neurone. L'IA naît de la cybernétique des années 40, quand un neurophysiologiste et un logicien proposent de modéliser mathématiquement un réseau de neurones. Associé par un neuropsychologue à la notion d'apprentissage, ce modèle va servir de base au calculateur des premières machines intelligentes. L'apprentissage de ces machines est défini par les machines elles-mêmes, qui déduisent des règles à partir de données fournies par l'humain. Ce dernier corrige ensuite les résultats de la machine pour l'améliorer. C'est la base de l'IA connexionniste. L'IA symbolique, la vraie IA ? L'IA symbolique, née dans les années 50, suppose, elle, que l'on peut donner à une machine la capacité de raisonner comme le cerveau humain, en la dotant de capacités abstraites et logiques. Les règles sont programmées avec un langage humain, retranscrit ensuite en langage machine. Cette IA sera notamment expérimentée sur les problèmes jouets. Face à un humain, la machine arrive non seulement à respecter les règles du jeu, mais aussi à adopter des stratégies préprogrammées en fonction des mouvements de son adversaire. L'intelligence artificielle peut désormais se penser comme une science de l'esprit dans la machine. Nager en eau profonde. Dans les années 1980, l'IA connexionniste va faire un pas en avant grâce à la création d'un nouvel algorithme basé sur la superposition de couches. Entre la couche d'entrée qui reçoit les données et la couche de sortie qui produit le résultat, on introduit dans les réseaux de neurones artificiels une ou plusieurs couches cachées qui traitent ces données. C'est la naissance de l'apprentissage profond. Dans les années 2000, des géants du numérique vont se servir de leur importante base de données et de la nouvelle puissance des machines pour entraîner et perfectionner l'IA connexionniste. Ils aboutissent à des résultats spectaculaires dans de nombreux domaines, notamment pour l'IA générative via un langage dédié. Une intelligence artificielle au service du public. L'IA se déploie aujourd'hui au cœur de l'action publique. Cette diffusion impacte chaque aspect du service public et offre des opportunités pour l'améliorer. Par exemple, l'exploitation massive des données engendrées par l'IA permet de donner aux usagers un accès à de l'information plus ciblée. En Angleterre, le Government Digital Service utilise un réseau de neurones pour associer des mots-clés de recherche au contenu des pages du site du gouvernement. Grâce à l'automatisation de tâches, l'IA accélère certaines réponses administratives. Les robots conversationnels offrent, eux, un service en continu aux usagers. Le chatbot Communcari, créé par l'État norvégien, a été un tel succès qu'il est actuellement déployé en Suède, en Finlande et au Danemark. En France, une IA assiste des agents publics en générant des réponses adaptées pour les usagers. L'IA peut également améliorer l'égalité de traitement entre usagers en rendant visibles certaines inégalités ou en luttant contre le non-recours à des prestations sociales. Une IA publique bien maîtrisée ? Mais la qualité des données avec lesquelles on paramètre l'IA est essentielle. Si des biais de représentativité se retrouvent dans ces données, les résultats de la machine en seront affectés. Pour que l'IA soit efficace, le secteur public doit faire face à un certain nombre de défis. Souveraineté, cybersécurité, performance des outils utilisés et protection des données personnelles. Enfin, pour pouvoir maîtriser l'IA, l'État doit aussi adapter ses compétences numériques et former ses agents à son utilisation. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Au-delà de la notion de contrôle, l'IA doit avant tout avoir le même objectif que l'humain qui la programme.
C'est le principe fondamental de l'alignement, théorisé par le chercheur Norbert Wiener. Particulièrement dans le secteur public, faire en sorte que les objectifs et les valeurs de l'IA soient en adéquation avec ceux des humains est primordial. Mais pourra-t-on introduire des principes moraux dans les algorithmes ? D'abord, la qualité des données doit répondre à une éthique du service public et correspondre aux valeurs de la République. Ensuite, il y a la question de la transparence. Non seulement l'État doit informer l'usager dès lors que l'IA est utilisée, mais il doit être aussi en capacité d'expliquer sur quels algorithmes et sur quelles données se fondent les machines pour prendre leurs décisions. En 2021, le gouvernement britannique a lancé un premier outil de transparence algorithmique pour les organisations publiques. Construit sur la base de discussions entre fonctionnaires et chercheurs de plusieurs pays, il apporte des solutions pour expliquer au public le processus décisionnel de l'IA. L'avenir de l'IA au sein du secteur public français se construira-t-il aussi à travers l'ouverture de débats démocratiques publics ? Voilà, alors il y a beaucoup d'informations, même si ça dure peu de temps. Donc si vous souhaitez revoir ce motion et le diffuser, vous en servir d'ailleurs, il est publié sur YouTube et vous avez dans vos sacs en toile une petite carte avec un QR code qui vous permet directement d'y accéder. Voilà. Nous avons commencé à l'évoquer, les potentialités chaque jour plus prometteuses et renouvelées de l'IA alimentent tous les débats et place nos sociétés face à une révolution techno-industrielle qui questionne son développement, ses applications en termes d'action publique et au sein de nos services publics. Mieux situer les termes du débat en clarifiant ce que recouvre l'IA et le vocabulaire qui en accompagne le développement nous a paru donc une première étape essentielle pour démarrer ces RIGP. De quoi parle-t-on quand on évoque l'IA générative, les Large Language Models, le Retrieval Augmented Generation, RAG, la souveraineté en matière d'IA. Au-delà des termes, l'ambition est de rendre compte de la manière dont l'État en France s'est saisi du sujet des données, du pilotage par les données et des outils d'IA pour déployer cette technologie au sein de l'administration et de ses opérateurs. Donc la conférence introductive a vocation à présenter l'écosystème actuel de l'IA publique, les relations qui ont été établies entre les différents acteurs publics et privés impliqués dans ce déploiement et la gouvernance à l'œuvre qui articule les différentes actions et les différents échelons politico-administratifs. Et donc pour cette conférence introductive, nous avons le plaisir et l'honneur de donner la parole à Erwan Petel, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté d'introduire cette journée et que je vais vous présenter rapidement avant de lui donner la parole. Donc Erwan Petel, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche depuis 2022. Après un parcours très riche, puisque après un doctorat en pharmacologie et avoir été professeur agrégé en sciences de la vie et de la terre, vous avez été entre 2016 et 2021 directeur des programmes de formation et de partenariats internationaux, notamment des formations initiatives d'excellence à l'université Côte d'Azur, avant de rejoindre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'abord en tant que chef de projet Campus Connecté, puis en tant que conseiller en charge de la formation et des politiques de site au sein du cabinet de la ministre. Et vous êtes rapporteur, en outre, de la Commission de l'intelligence artificielle générative. Voilà, je vous cède la parole. Je vais commencer par vous remercier infiniment pour cette invitation. Merci Madame la Directrice Générale, merci à l'IJPDE et merci au Bureau de la Recherche aussi, avec qui j'ai eu des contacts depuis plusieurs semaines dans le cadre de la préparation de cette journée. On le disait tout à l'heure au moment du café, on a finalement peu de temps de réflexion commune comme ça, de respiration intellectuelle qui nous permettent de penser ensemble et de partager notre savoir, notre expérience. Et je trouve que cette journée de rencontre permet justement à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous de pouvoir un peu croiser notre perception d'une situation donnée aujourd'hui sur l'intelligence artificielle dans le service public. Donc nous permet d'avancer
aussi dans nos propres réflexions pour avancer sur ces différents sujets. Donc, merci encore une fois pour cette invitation qui est directement liée effectivement au fait que j'ai eu le vrai plaisir de participer et d'être rapporteur au sein de la commission de l'intelligence artificielle qui avait été, comme vous l'avez rappelé, mise en place par Elisabeth Borne en octobre 2023. Nous avions 6 mois pour réaliser audition au sein de la commission. Il faut savoir que cette commission était structurée avec une quinzaine d'experts de haut niveau et internationaux, coprésidée par Anne Bouvreau et Philippe Aguillon, et d'une quinzaine de hauts fonctionnaires qui étions rapporteurs en charge de mettre en place ce cadre d'audition, de réflexion et d'écriture du rapport qui a été remis donc au président de la République en mars dernier, avec son lot de recommandations, et dont on voit petit à petit, mais c'est normal, c'est le temps de l'état, de l'assimilation, de l'interprétation, petit à petit les mises en place de cette intelligence artificielle au sein de l'État, et aussi en termes d'investissement, vers le privé. Donc ces 6 mois de participation à la commission m'ont permis d'avoir aujourd'hui une certaine perception à 360 de la situation de la France qui, il faut le dire, se place très très bien sur le sujet de l'intelligence artificielle, dont on a connu un épisode d'emballement, on va dire, depuis fin 2022, et l'apparition d'une intelligence artificielle générative. Parce que, comme vous le disiez, c'est un grand sac, un grand fourre-tout, quand on parle d'intelligence artificielle. Il nous faudra d'ailleurs définir, avec ce séminaire, de quelles intelligences artificielles on est en train de parler pour bien comprendre un petit peu les enjeux qui traversent ce terme-là. Et par ailleurs, et vous l'évoquiez aussi, le terme de souveraineté est très largement évoqué, et il nous faudra aussi discuter de quelle souveraineté on veut, si on veut véritablement tirer profit de cette intelligence artificielle et de ces intelligences artificielles génératives pour le service public. Donc encore une fois, et je me répète, un grand merci pour ce moment de débat et de réflexion. Donc les potentialités de l'IA apparaissent comme exponentielles ces dernières années, du fait, comme vous l'avez rappelé au travers de cette vidéo, des capacités technologiques, des processeurs, des infrastructures cloud qui ont été mises en place à l'échelle internationale. Et donc, la venue d'un nouvel acteur qui s'appelle l'intelligence artificielle générative est véritablement apparue comme une véritable révolution techno-industrielle. On en a déjà connu des révolutions. Il y a bien sûr eu la révolution du numérique que nous avons connue, pour une majorité d'entre nous. Certains sont nés avec, y compris dans cet auditoire. Et puis on a des plus anciennes, comme l'apparition et le développement de l'électricité, de la téléphonie, des vaccins. Donc toutes ces révolutions ont amené leur lot d'opportunités, leur lot de questionnements, leur lot de défiance aussi. Et donc il nous faut pour ça tenir compte de ces dernières révolutions que nous avons connues. C'est pour ça que votre rappel de l'importance de la recherche, et de la recherche qui ne se limite pas aux recherches de sciences dures, est absolument fondamental. Parce que toute révolution scientifique, technique, industrielle n'appelle pas qu'une réponse par la recherche scientifique, technique et industrielle. Dans le cadre plus spécifique et qui nous intéresse aujourd'hui, de la réflexion autour des applications de l'IA au sein de l'action et du service public, là aussi nous devons tenir compte de notre expérience et du passé.
Et je pense là au numérique. Nous avons vendu, peut-être même survendu, la simplification des process administratifs par le numérique. Avec aujourd'hui son lot de frustration, non seulement par les agents publics, mais aussi par les citoyens, parce que nous avons vu que cette simplification que nous avions présentée comme telle n'a pas forcément été complètement, digérée, et a abouti à ce qu'on a pu voir notamment au moment de la crise sanitaire, de la fracture numérique, mais aussi parce que nous avons cette capacité à produire, peut-être par réflexe, toujours plus de réglementation, toujours plus de couches, qui font que, in fine, ce qui aurait pu apparaître comme une simplification aboutit finalement à peut-être encore plus de bureaucratie, aboutit à plus de process. Et donc cette simplification que nous avions pu entrevoir et promettre dans un premier temps n'est pas au rendez-vous. Donc avant de venir dans l'ensemble de ces débats, je pense qu'il est important de définir ce qu'est l'IA. C'est ce qu'a entrepris la Commission, puisque si vous retournez dans la presse fin octobre 2023, la Commission telle que présentée par la Première ministre était celle de la Commission de l'intelligence artificielle générative. C'est comme ça qu'elle avait été désignée dans un premier temps. Et au sein de la Commission, on s'est très rapidement posé et dit que se limiter à l'intelligence artificielle générative, c'était passer à côté d'un plus grand ensemble qui était celui de la Commission de l'intelligence artificielle, d'une réflexion sur l'intelligence artificielle et ses applications. Et que se limiter à la technologie intelligence artificielle générative, c'était probablement occulter la nécessité de réfléchir au-delà sur l'ensemble de cette technologie qu'est celle de l'intelligence artificielle. Au sein de la Commission, nous avons structuré cette réflexion autour d'un certain nombre de prérequis. Le premier, c'est celui du sujet des données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, une intelligence artificielle, c'est une forme de cerveau. C'est quoi le principe du cerveau? Le principe du cerveau tel que nous avons, c'est celui de recevoir des informations, de les stocker, et ensuite de les retraiter pour aboutir à un comportement adapté à cette information. L'intelligence artificielle, c'est une forme de cerveau qui, pour l'instant, se contente d'être une aire de notre cerveau. Vous le savez, par exemple, on va sentir quelque chose, on va goûter quelque chose, on va entendre un son. Donc il va y avoir des informations uniques dans ce cadre-là et que l'on va percevoir. C'est ainsi qu'on va pouvoir identifier qu'on passe près d'une boulangerie parce qu'on sent du chocolat. L'intelligence artificielle en est là à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de croisement, de digestion et ensuite d'interprétation globale d'une information, y compris avec l'intelligence artificielle générative. Elle repose sur de la statistique, comme nous. C'est-à-dire qu'elle va, au travers des informations qui vont rentrer, nous définir ce qui est la plus probable des réponses. Donc, lorsque nous entendons qu'une intelligence artificielle a un biais ou donne une mauvaise information, c'est aussi le cas pour nous. On peut aussi mal interpréter une information et aboutir à faire des erreurs. Il ne faut pas y voir de bien ou de mal, la question n'est pas là, mais en revanche, il faut avoir conscience des limitations de toute forme d'intelligence, y compris humaine, mais encore plus lorsqu'il s'agit d'une machine. Donc il faut se préparer à ça, et donc offrir un cadre qui permette, si on souhaite
mettre en place une intelligence artificielle au bénéfice du service public, mettre un cadre qui permette de bien comprendre cette technologie, aussi bien au niveau des agents publics, avec ce que vous évoquiez, à savoir les nécessités de formation, d'accompagnement, et au niveau des citoyens. Donc voilà le cadre général. Donc qu'est-ce que c'est qu'une IA? Alors une IA, c'est, comme je vous le disais, une région cérébrale. Je vais prendre un exemple. On lui fournit, pour citer par exemple une société que nous avons auditionnée dans le cadre de la commission, la société Therapixel. On lui fournit un certain nombre d'images issues de mammographie, et ces images en batterie vont permettre à cette intelligence artificielle de pouvoir déceler, identifier un cancer du sein. L'efficacité apportée par cette intelligence artificielle apparaît supérieure à l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que nous l'avons surentraînée à pouvoir identifier une tumeur, un cancer, dans le sein. Mais c'est la seule chose dont elle est capable. Je ne peux pas lui fournir une image de poumon. Je ne peux pas non plus lui poser une question et elle va me répondre. C'est ce qui la change véritablement par rapport, encore une fois, à une intelligence humaine. Elle est capable d'une fonction. On peut aussi utiliser une intelligence artificielle pour faire de l'analyse de discours. En ces temps d'élections présidentielles éloignées, on pourrait aussi justement s'amuser, en tout cas prendre cet exemple et pour définir un petit peu quels ont été les mots-clés issus de deux personnes qui se sont présentées à une élection présidentielle majeure et voir ce qui en sort. Je suis absolument certain que ça serait une information intéressante. Alors, de quoi est capable l'intelligence artificielle générative par rapport à cette intelligence artificielle? L'intelligence artificielle générative repose sur ces mêmes données. En revanche, elle produit. C'est la variante fondamentale par rapport à une intelligence artificielle. Elle va produire du texte, elle va produire de l'image, elle peut produire de la vidéo, elle peut produire de la musique, elle va produire. Et c'est ce qui change véritablement. Et c'est là qu'il y a une vraie potentialité pour l'action publique et de manière générale une révolution auprès de l'ensemble des usagers. C'est quelque chose de très simple à utiliser. Vous l'avez tous utilisé. Pratiquement tous. On a tous, à un moment donné, demandé quelque chose à un chat GPT. Et on a pu voir l'efficacité avec laquelle il nous apportait une réponse assez péremptoire, souvent bonne, quelquefois un peu moins bonne, mais c'est là qu'il y a véritablement un enjeu. Mais donc, comprenez bien cette différence d'une intelligence artificielle par rapport à une intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, c'est je fournis des données et elle va me dire 0 ou 1, en gros. L'intelligence artificielle générative, je vais lui poser une question et elle va me fournir une réponse. Il y a véritablement ici une production, alors j'allais dire de savoir, en tout cas une production d'informations, une synthèse d'informations qu'elle a pu collecter par ailleurs, qu'on lui a donné par ailleurs. Il n'y a pas d'interprétation. Il y a une production. Donc cet élément-là est fondamental à comprendre si on veut pouvoir décliner ces intelligences artificielles, donc IA et IA générative, dans un cadre public. Il faut que ces nuances, il faut que ce cadre technique et technologique soit parfaitement connu des décideurs, des politiques, des responsables et des directeurs d'administration centrale, dans les services déconcentrés, chez les opérateurs, dans les collectivités territoriales, auprès des chercheurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'intelligence artificielle pourra faire. On parlait à l'instant de la détection de cancer. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Si je reste dans le domaine de la santé, il est très peu probable que l'intelligence artificielle nous aide à pouvoir identifier ou soigner des maladies orphelines. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de données, et elle a besoin de données massives. Ça veut dire que si on ne lui fournit pas suffisamment d'informations, elle ne va pas pouvoir faire de statistiques, ou en tout cas ces statistiques seront clairement faussées par le manque d'informations.
Donc, on ne peut pas tout faire avec l'intelligence artificielle, encore une fois, ou générative. Je ne vais pas le dire systématiquement. Elle ne s'applique pas à tous les contextes du service public. Il lui faut beaucoup de données. Ça veut dire que si on veut faire une intelligence artificielle au bénéfice du service public, du service aux usagers, il faudra lui fournir énormément de données croisées, et donc ça nécessitera, et on reviendra dessus, ça nécessitera à un moment donné qu'on mette en place une intelligence artificielle qui aille au-delà d'un seul ministère, d'une seule administration. Parce que se cantonner à un type de données pour un type d'administration, c'est restreindre, les capacités et la potentialité d'une intelligence artificielle. L'autre sujet qui se pose, c'est celui de la souveraineté. C'est un très vaste sujet et très intéressant parce que en France, nous nous posons véritablement, en tout cas peut-être encore plus qu'ailleurs, cette question de la souveraineté. Mais de quelle souveraineté parle-t-on ? Alors, vous le savez, ou peut-être vous l'ignorez, mais aujourd'hui, la très grande majorité des intelligences artificielles génératives ont appris avec des données anglophones. 99% sensiblement des données qui ont été confiées au ChatGPT, Gemini et autres sont issues des territoires anglophones. Ça veut donc dire qu'il y a une forme de culture de ces intelligences artificielles. Elles sont d'une culture anglophone. Alors, lorsqu'il s'agit de textes généraux, voilà, on va tirer des informations générales qui ont un regard anglophone. Lorsqu'on parle de données de santé aussi, ça peut avoir son contexte très particulier. Ça veut donc dire qu'elle répond à un contexte physiopathologique, par exemple, d'un patient anglophone, d'un patient issu des territoires anglo-saxons, qui n'ont pas forcément les mêmes maladies chroniques que nous, le même régime alimentaire. Et donc, ça veut donc dire que toutes ces applications qu'on peut imaginer dans un contexte français, puisque c'est de cela que l'on parle aujourd'hui et ici, ça veut donc dire qu'il faudra systématiquement se poser et réfléchir à comment ce cerveau artificiel a-t-il été alimenté pour me fournir ensuite une information, quel est son niveau de pertinence par rapport au patient, au citoyen, à l'agent que j'ai en face de moi. Donc ça, c'est un sujet absolument essentiel. Alors prenons deux exemples. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a des intelligences artificielles génératives qui ont été développées par les administrations françaises. En l'occurrence, par la DITP et par la DINUM. Il y a, vous l'avez entendu, Service Public Plus, qui a été développé par la DITP. Elle repose sur une intelligence artificielle qui s'appelle Claude et qui vient d'une société américaine qui s'appelle Anthropic. Albert, qui est issu de la DINUM, est à la fois basé sur un LLM français, Mistral, et aussi sur Llama 3, qui est issu de Meta. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de souveraineté ? Puisque, je l'ai dit une phrase avant, il s'agit d'une intelligence artificielle souveraine, en tout cas française, présentée comme telle. Donc, est-ce qu'on peut dire d'une intelligence artificielle générative qui repose sur Claude ou sur Llama 3 qu'elle est souveraine ? Alors, là, on arrive au fond du problème, finalement. Par quelles données a-t-elle été alimentée ? Donc, elle est là la souveraineté, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le logiciel de base, celui qui constitue, j'allais dire, l'architecture neuronale, et ensuite, il y a la manière avec laquelle on a élevé ce cerveau. Donc, si je parle de Llama 3 ou de Claude, ce cerveau, lorsqu'il est arrivé, c'est de l'open source, donc on a le cerveau prêt ensuite à être éduqué par ceux qui vont lui confier des données.
il faut savoir qu'il y a eu une prééducation. C'est pas un bébé naissant que nous avons face à nous. C'est déjà un enfant qui a appris à lire, à compter, et à qui on va fournir de nouvelles données. Donc, si je reste sur une image un peu grossière, mais en gros, il sort de CM2. Mais il sort de CM2 avec un bagage anglophone. Et là-dessus, je lui ai donc confié des données aussi précises que possible d'un cadre français. Et donc, c'est de cette manière-là qu'ont été conçus Albert et Service Public Plus. Alors, doit-on se satisfaire de ça? Alors, on pourrait se dire, on reste sur Mistral. Voilà, c'est une possibilité, mais faut-il se restreindre à cela? Si ces autres LLM confient et ont plus de capacités en termes de composition de texte, adaptation à différents contextes. Voilà. L'idée n'est pas forcément de se limiter, et c'est là un fait absolument fondamental, c'est que cette souveraineté, il faut la balancer avec aussi l'opportunité, le fait d'avoir un outil de qualité. Et si un outil est qualitatif et open source, c'est-à-dire qu'il est modifiable à souhait par ceux qui vont ensuite faire du développement dessus, dont acte. Mais on peut aussi dire on se restreint à des LLM strictement souverains, et dans ce cas-là, on va se restreindre, en l'occurrence en France, à Mistral. Là n'est pas, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais en tout cas, ça fait partie d'un débat, et lorsqu'on parle de souveraineté, il faut savoir jusqu'où on veut aller. Et justement, si on veut aller encore un cran plus loin, est-ce qu'on veut quelque chose de complètement souverain? Mais dans ce cas, les infrastructures, on va avoir un grand problème. Parce que pour ce qui est du hardware, par exemple, les processeurs d'IA, c'est NVIDIA. En gros, point. C'est entre 80 et 95% de la production des processeurs qui permettent de faire de l'IA. Donc, dire qu'on veut être complètement souverain s'arrêtera, ne serait-ce qu'au hardware qu'on est complètement incapable de produire. Donc voilà, c'est pour ça que définir un cadre, définir une réflexion commune et de là jusqu'où on veut aller est une bonne chose. Et c'est ainsi notamment que a été mis en place le Secnum Cloud, dont vous avez forcément entendu parler, qui est donc un cloud qui permet de respecter un certain nombre de réglementations. D'une certaine manière, peu importe qu'il soit chez Microsoft, chez Dell ou chez un opérateur de cloud français, pourvu qu'il respecte un cadre réglementaire qui soit conforme aux lois et aux desiderata de l'État français. Donc voilà, donc cette notion de souveraineté est absolument fondamentale, et vous l'avez vu apparaître d'ailleurs dans des discussions récentes que vous avez forcément lues ces 15 derniers jours, autour notamment de notre dépendance de fait à des infrastructures américaines. On l'a vu avec le ministère des Armées ces 15 derniers jours, et un choix contractuel avec HP et Orange, parce que l'offre qualitative est là, et qu'ensuite donc on va définir un cadre contractuel qui permet de respecter ce cadre de sécurité et de sécurisation de données aussi sensibles que celles issues de l'armée. Donc ce champ-là de la souveraineté n'est pas le propre d'un questionnement français. Il a aussi lieu dans d'autres pays à l'international. Et là, nous avons aussi eu des réflexions extrêmement intéressantes. Nous avons eu deux regards un peu plus précis à l'international, qui étaient l'Estonie et Taïwan, qui sont deux pays qui ont avancé très très rapidement en fait. Ils ne sont pas cités, mais les autres exemples étaient aussi très pertinents. Mais il y a eu un véritable cadre mis en place et une volonté politique d'aller très très loin dans le déploiement d'outils d'intelligence artificielle dans ces deux territoires. Donc vous pouvez consulter e-Estonia. Et donc finalement, dans un pays où on est allé très très loin,
ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où ils sont allés en termes de réflexion, notamment sur le sujet de la souveraineté. Ils répondent au même cadre réglementaire que nous, puisqu'ils sont dans l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je sors Taïwan ici de cet exemple. Bon, l'infrastructure, c'est d'elle. Voilà. Enfin, je veux dire, dès lors que ça respecte un cadre réglementaire, il ne faut pas pousser plus loin la réflexion. Et là, on a vraiment, si je parle de l'Estonie, ce qui est notre trajectoire à 5 ans, 10 ans en termes de simplification administrative. Ils y sont, ça y est. Et ça marche très bien, et autant que je sache, il n'y a pas eu de menaces, y compris de faiblesse de leur infrastructure, malgré le fait qu'ils aient contracté avec des partenaires américains. Si on va maintenant dans un exemple peut-être un peu plus ciblé, qui est le cadre de l'éducation, dans la classe, sur un niveau très, très inférieur et beaucoup plus précis finalement de ce cadre de la souveraineté. Si je veux éduquer à l'IA ou éduquer avec l'IA dans une classe, jusqu'où dois-je aller en termes de souveraineté? Et est-ce que je peux, est-ce que je dois, et comment j'utilise une intelligence artificielle générative dans la classe? Donc ce cadre-là de questions est absolument fondamental. D'ailleurs, la direction numérique de l'éducation, qui est peut-être présente, y réfléchit actuellement avec l'inspection générale de l'éducation et la DGESCO, et aboutira à un moment donné à une communication sur la manière et la capacité d'utiliser des intelligences artificielles dans la classe. Mais on sait qu'il y a des limites, on le sait déjà. Est-ce qu'on peut demander à un enfant d'avoir un identifiant et un mot de passe ChatGPT pour arriver en classe? La réponse est non, on ne peut pas exiger ça. Donc ça veut dire que ce cadre-là, ce cadre souverain nous impose quand même un certain nombre de précautions qui sont notamment le fait qu'on ne peut pas demander un certain nombre de choses à un enfant, et on ne peut pas non plus demander à un enseignant d'avoir un identifiant et un mot de passe ChatGPT pour réaliser ensuite son travail. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir identifier, accompagner, proposer des produits qui respectent ce cadre pour l'ensemble des agents et l'ensemble des citoyens. De toute façon, il y aura des limites fondamentales à cette volonté d'être indépendant. Souvenons-nous juste d'une chose, la concurrence est totalement déloyale. L'investissement annuel des GAFAM en termes d'intelligence artificielle, c'est entre 100 et 120 milliards de dollars par an. Donc, vouloir développer, y compris, comme le dit le récent rapport Draghi, qui a fait beaucoup de bruit sur le fait que nous décrochons, sur le fait qu'il nous faut investir sur ces technologies, mais on a un retard pour l'instant technologique sur certains points. Encore une fois, sur ce que j'appelais tout à l'heure le cerveau vierge, le Llama, etc. Donc on a certains modèles comme Mistral qui sont parfaitement qualitatifs, mais on a un retard, mais il s'agit peut-être de faire des choix et de se dire, utilisons et valorisons ces cerveaux vierges et faisons-en des usages extrêmement pertinents, valorisables, y compris économiquement, pour notre État et y compris ensuite à l'international. Mais en tout cas, vouloir repartir de zéro et dire on va faire nos propres cerveaux, alors encore une fois, ça marche, ça semble marcher avec Mistral, mais en faire d'autres et les décliner et les multiplier sera probablement à un moment donné vain, parce qu'on a trop de retard par rapport à ce sujet-là, et donc il faut probablement et prioritairement investir et mettre de l'argent public et privé sur des sujets qui nous permettront non pas de rattraper ce retard-là, mais d'enclencher et de valoriser à un autre niveau. J'en viens au service public. Donc l'IA dans l'action et le service public en France. Donc faire de l'IA et pour le service public, c'est quelque chose de très très bien. C'est d'ailleurs déjà utilisé.
notamment ici, sur de l'analyse notamment d'images, sur l'analyse de données qui permettent d'identifier des mécanismes de fraude fiscale notamment. Plusieurs ministères et plusieurs administrations centrales utilisent l'IA, mais pour ça, ça veut dire qu'elles ont su et elles mettent en place un système de collecte et de structuration des données publiques. Et là, il y a une vraie hétérogénéité en termes d'exercice de la collecte et de la structuration des données publiques en fonction du ministère considéré et en fonction de l'administration considérée. Il n'y a à ce stade pas de cohérence interministérielle. Il n'y a pas de cohérence étatique. Je ne vais pas citer les bons et mauvais élèves. Les bons sont notamment ici, donc je m'arrêterai là pour les bons. Mais il est clair que, et moi je dépends de plusieurs ministères où quelquefois obtenir une donnée est excessivement compliqué. Donc nous remercions en général chaleureusement des opérateurs, par exemple la Caisse des dépôts, qui nous permet d'obtenir des informations beaucoup plus précises que ne peut notre administration centrale sur certains indicateurs. Donc il faut mettre en place une vraie politique de collecte et de structuration des données au niveau de l'État. C'est absolument indispensable. J'ai parlé du Secnum Cloud tout à l'heure. C'est pas l'alpha et l'oméga de la collecte et de la structuration des données. C'est en amont de ça, mettre en place des SI qui permettent véritablement d'avoir et de collecter des données auprès de l'ensemble des entités, établissements, opérateurs, administrations déconcentrées, services déconcentrés, etc., qui nous permettent à un moment donné d'obtenir des données, pour ensuite bénéficier à l'agent dans un contexte d'un service d'état civil ou au niveau d'une administration centrale pour faire de la politique et du pilotage des politiques publiques. C'est ça l'enjeu. Et c'est notamment ce que fait et ce que font l'Estonie, Taïwan et les pays que vous citiez tout à l'heure. Parce qu'il y a eu une vraie politique depuis des années, interministérielle, qui permettent de faire un cadre de la collecte et de la structuration des données qui apportent qualité, stabilité, sécurité et respect des réglementations. Et ça, c'est un élément fort, un respect de la réglementation française et européenne. Cet élément-là qui est dit, exprimé comme être une faiblesse par certains, la réglementation, n'en est pas un. C'est au contraire, c'est un cadre extrêmement sécurisant pour les citoyens. Encore une fois, n'oublions pas qu'il y a une vraie défiance par rapport à ces outils technologiques dont beaucoup des citoyens voient ici une manière par laquelle ils sont surveillés et sursurveillés. Donc ce cadre sécuritaire qui est mis en place est extrêmement précieux, et rappelons-le, lorsque je voyais la RGPD tout à l'heure, c'est extrêmement précieux de rappeler à l'ensemble de nos citoyens que leurs données sont certes collectées, mais qu'aussi il y a un respect d'un certain nombre de choses qui peuvent être rappelées à ceci. Alors, pour illustrer l'application justement dans un lieu de ces aspects de données, je vais prendre l'exemple de la santé. Il est clair que face à des situations sanitaires qui peuvent varier d'un jour à l'autre, il est très très important pour nous d'avoir une politique de données structurée qui permettent à notre système de santé, à nos chercheurs, hospitalo-universitaires, aux sociétés aussi, qui veulent développer des outils et produits à destination de la santé publique. Il est très important de mettre en place des entrepôts de données. Et c'est quelque chose qui a été fait maintenant depuis plusieurs années. Et on voit ici tout le rôle d'un pilotage dans cette capacité d'un système qui peut paraître un peu désordonné, le système de santé français,
Et lorsqu'il y a une vraie volonté politique et des moyens qui sont mis, eh bien, on voit ici un progrès extrêmement rapide. Alors, vous avez peut-être entendu parler du Health Data Hub qui est ici basé à Paris, mais au-delà donc de ce Health Data Hub, il y a l'ensemble des entrepôts de données de santé qui sont parsemés sur l'ensemble de territoire et qui permettent de collecter des données de santé issues des différents CHU. Aujourd'hui, on a une qualité d'entreposage et de structuration des données dans le domaine de la santé qui est très très bon. Alors c'est une perception, enfin, si je dois vous donner un avis personnel, lorsque on a commencé les auditions au sein de la commission, je ne pensais pas que la santé aurait un système aussi avancé, comme quoi notre subjectivité est malvenue, parce que véritablement, j'avais une image des CHU qui sont en difficulté, et donc je n'étais pas du tout préparé au fait qu'il y ait un système aussi qualitatif qui ait pu être mis en place ces dernières années. L'investissement public a été massif, mais il ne s'est pas limité là. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste mis en place des banques de données. On a mis en place de l'ingénierie, du conseil, des groupes de recherche, des IHU, qui permettent aujourd'hui non seulement d'avoir des données, d'avoir des chercheurs en face, qui soient issus du monde académique ou du monde privé, et cette capacité à pouvoir accompagner cette recherche et cette innovation pour développer des produits et services à destination des patients et des établissements de santé. Alors, il y a cet exemple de TheraPixel que j'évoquais tout à l'heure. Hein, c'est un peu cette illustration-là, même si ça date d'avant ces entrepôts de données, parce que je vais avoir des données photographiques issues de mammographie massive, eh bien, je vais pouvoir entraîner une intelligence artificielle de telle manière qu'elle puisse identifier des cancers du sein. Et je peux reproduire ça sur tous les cancers les plus prévalents en France. Encore une fois, il faut de la donnée massive. Mais pour avoir de la donnée massive, il faut de la donnée, il faut des entrepôts de données. Et puis, il y a, je vous le disais, donc, des sociétés de services, donc il y a DocaPost notamment, qui met en place des logiciels qui permettent d'accompagner au sein d'un centre hospitalier le parcours du patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin, plutôt que d'écrire systématiquement, le patient est rentré, voilà, je l'ai entendu, voilà, j'écris à la main, en gros, ou avec Word, le résumé de cette rencontre avec le patient. Il va y avoir une intelligence artificielle générative qui va collecter ces données, les données du laboratoire d'analyse, les données de tel et tel spécialiste que le patient aura pu rassembler. Et ensuite, il va y avoir une synthèse possible par tout médecin qui verra par la suite ce patient. Et donc, il y a là véritablement une structuration du service, probablement une économie d'échelle à la fin, parce qu'on ne va pas redemander des analyses et redemander des avis à des spécialistes. Donc là, on a des possibilités très concrètes d'avancer dans le domaine de la santé. Et donc ces outils-là sont véritablement en train d'être mis en place par des partenaires publics ou privés et appuyés par des financements aussi publics ou privés. Donc voilà quelques exemples de ce que peut faire l'IA, mais j'ai déjà évoqué ça. Pour faire en sorte qu'il y ait une réussite d'un déploiement de l'intelligence artificielle dans le service public, il faut pour cela, et c'est extrêmement important, acculturer, accompagner, être transparent vis-à-vis, des agents publics et des citoyens. Cette révolution, c'est-à-dire cette chose brutale qui nous est apparue, et dont on voit les possibles conjugaisons dans le service public, avec toutes les opportunités, tous les partenaires économiques qui voient la capacité de développer des outils extrêmement utiles, extrêmement intéressants. Je parlais tout à l'heure d'un parcours d'un patient dans un service hospitalier, mais il faut que les gens comprennent. Et le temps de compréhension et d'assimilation est forcément beaucoup plus long que le temps de l'innovation technologique.
Alors ça, c'est vrai pour les citoyens, et c'est aussi vrai pour les agents publics. C'est-à-dire qu'il faut montrer la plus-value de ces outils. Il ne faut pas que, comme les erreurs que nous avons faites avec le numérique, finalement, on en aboutisse à c'est plus facile de faire un document, donc maintenant tu vas en faire 3. Non, c'est faire en sorte que cette intelligence artificielle accompagne, aide, facilite, permette une augmentation de la qualité de travail, de la productivité, j'aime pas vraiment ce terme, mais permettre véritablement d'avoir une satisfaction au travail, et on le sait dans le service public, c'est un élément absolument fondamental pour remettre au cœur du sujet l'attractivité des métiers de la fonction publique. Donc comment faire en sorte justement d'accompagner les citoyens et les agents publics? Alors pour les citoyens, ce qui a été préconisé par la Commission de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une action publique. Donc c'est le cadre des cafés IA, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permettent partout, dans tous les territoires, d'acculturer, de faire des réunions publiques, d'échanger avec les citoyens sur le sujet de l'intelligence artificielle. C'est pas du tout anodin, c'est vraiment de la politique territoriale, et c'est absolument fondamental pour justement ne pas refaire face à ces défiances que l'on a pu voir sur un autre sujet, notamment sur le vaccin Covid. C'est-à-dire que si on va trop vite sur certaines révolutions technologiques, à un moment donné, on fait face à des oppositions qui sont dues à des incompréhensions. Ne surestimons pas la capacité des gens à pouvoir absorber toutes ces évolutions parce qu'elles sont rapides et parce qu'elles sont dans un contexte social qui est de toute manière sensible. Donc, pour cela, il faut s'appuyer sur ce qu'on a pu et sur ce que l'on sait faire. Donc, ces cafés IA sont mis en place, sont financés, et il faut se reposer sur ce qui existe déjà. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'IA générative Albert est au bénéfice des maisons France Service. Alors, c'est quoi ces maisons France Service? Ce sont des tiers-lieux qui sont dans tous les territoires, dans lesquels il y a des agents publics, et qui permettent d'accompagner les gens dans les tâches administratives. Bon, ils sont sous l'eau, ces agents publics. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette IA générative leur permet d'avancer plus vite, justement, dans leurs tâches. Ça veut donc dire qu'on a un service public projeté au plus près des citoyens, donc qui ne s'éloigne pas, qui est un des éléments de crispation de nos citoyens aujourd'hui, c'est-à-dire que le service public n'est plus présent. Au contraire, on le projette avec des maisons France Service, on y met des agents, mais ils vont pouvoir en plus répondre à beaucoup plus de tâches parce que l'IA générative sera là pour les appuyer, sera là pour leur apporter beaucoup plus de rapidité dans leurs tâches et l'accompagnement des tâches au profit des citoyens. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas détricoter. Ça veut donc dire que ces maisons France Service, parce que l'IA générative arrive, il ne faut pas les fermer. Il ne faut pas se dire l'IA générative va remplacer les maisons France Service. Ça veut donc dire que ces tiers-lieux, qui ont été une politique magnifique de 2017 à 2022, qui a été de déployer des lieux qui permettent aux citoyens de se réunir, d'échanger, de bénéficier de services, ces politiques publiques-là ne doivent pas être détricotées. Parce que ce sont des lieux de proximité qui permettent aux gens d'assimiler justement ces évolutions, il y en aura d'autres. Donc, ça veut donc dire que la révolution technologique n'est pas une manière de faire de l'économie. En tout cas, pas de l'économie dans les territoires. Il ne faut pas le voir de cette manière-là. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est auprès des citoyens. Le deuxième sujet, c'est auprès des agents publics. Alors là, je le dis et de manière très identifiée. J'ai vraiment été très impressionné par le travail réalisé par les trois administrations d'INUM, DITP, DGAFP. Alors que ces trois administrations travaillent de concert, pour simplifier les services publics, pour développer des outils au bénéfice de la simplification des tâches qui incombent au service public. Et qui plus est, la DGAFP a cette vision, a cette réflexion qui est extrêmement intéressante, notamment au sein du co-RH, qui permet de réfléchir au-delà de cette transformation des services, de la transformation des métiers du service public. Parce que ces évolutions technologiques vont amener leur lot d'évolutions significatives des métiers de la fonction publique.
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, c'est former et accompagner ceux qui sont en exercice. Ces évolutions technologiques sont, difficiles à accepter pour certains qui sont en exercice depuis 10, 20, 30 ans, qui ont déjà connu l'évolution par le numérique, qui doivent maintenant se mettre à la page de l'intelligence artificielle. Donc, il faut accompagner ces personnes-là. Et c'est vraiment ce qui est mis en place par la DGAFP. Vous avez peut-être vu, entendu parler de la plateforme Mentor, qui permet de former l'ensemble des agents publics. Donc ces points-là sont vraiment à souligner et sont une illustration parfaite de la manière avec laquelle nos administrations centrales sont en capacité de s'adapter et d'adapter notre système à des évolutions rapides. Le deuxième point, c'est de prédire en fait ce qui va se passer pour notre service public futur. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir avec l'ensemble des DRH à l'évolution des métiers, tous. Comment telle catégorie C, telle catégorie B, telle catégorie A pour tel métier, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer à ce métier? Donc ça veut dire qu'il faut changer toutes les fiches de poste. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à la manière avec laquelle cette technologie va impacter le métier et quels savoirs et quelles compétences seront donc exigibles pour les futurs candidats pour l'ensemble des métiers de notre administration publique. Donc voilà, j'en arrêterai là parce que je pourrais encore tenir quelques heures sur ce sujet-là et d'autres le feront très très bien. En conclusion, qui ne se veut pas être un résumé de ce que j'ai dit avant, il y a un sujet dont je n'ai absolument pas parlé, qui est le sujet de l'énergie, et donc du développement durable, au travers du déploiement et du développement de ces intelligences artificielles. Elles sont extrêmement consommatrices d'énergie. Donc ça veut dire que, au-delà de ces opportunités formidables qu'on a de pouvoir faire évoluer le service public, il faut aussi s'interroger sur l'usage de ces outils au regard de l'état de notre planète. C'est-à-dire se dire, est-ce que c'est vraiment utile? L'intelligence humaine est suffisante, hein. Elle a fait fonctionner l'État pendant très très longtemps. Elle le fait bien fonctionner. On arrive notamment à éduquer 600 000 enfants, 600 000 à 700 000 enfants chaque année, hein, en CP, 600 000, 700 000, en CE1, 600 000, 700 000, etc., etc. Et le système fonctionne extrêmement bien. Donc ne voyons pas dans l'intelligence artificielle la réponse à tous nos problèmes. Notre service public fonctionne bien. Voyons-y une opportunité technique, technologique, pour faciliter le contact entre le service public et les citoyens, le travail des agents publics, et permettre peut-être d'augmenter l'attractivité des métiers du service public, mais voyons-le de manière mesurée, parce qu'il y a un aspect énergétique qu'il ne faut clairement pas sous-estimer. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. On a quelques minutes, si vous le souhaitez, pour continuer cet échange à partir de vos questions ou réflexions. Monsieur, là, il y en a déjà deux. Alors, ouais, il arrive, le micro arrive. Question sur un sujet particulier. L'administration est largement basée sur le droit. Et on ne parle pas beaucoup de l'intelligence artificielle et du droit. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui est en préparation, ou ce qui se fait, ou ce qui va arriver sur ce sujet-là? Peut-être on en prend 2, 3 avant de... Oui, bonjour. Adrien Pitra, je travaille à la DGFIP, à la DTNUM en tant que UX designer. J'utilise beaucoup l'IA au jour le jour. Je voulais juste rapporter une des problématiques que je rencontre à un point de vue personnel et qui peut intéresser directement l'IGPDE, c'est la problématique de la perte de savoir et de compétences en fait. J'ai vraiment flirté avec, je me suis pris ça en pleine face. Alors je continue à l'utiliser pour certains trucs, mais il y a certaines autres choses où j'ai plus touché parce que je me suis dit que ça impacte trop négativement justement mes compétences en tant qu'agent. Autre question avant que Erwan. Moi, peut-être j'en ai une. Vous dites que c'est un élément plutôt qui peut concourir à gagner en attractivité au sein de la fonction publique. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus précisément pourquoi ce serait un facteur en tant que tel d'attractivité.
ça peut être aussi un facteur éventuellement un peu répulsif pour certains agents qui se disent en fait, moi, j'ai plus vraiment de compétences, je vais juste faire fonctionner un système. Et donc, qu'est-ce que je suis dans cet écosystème-là? Alors, pour répondre dans l'ordre, sur le sujet du droit, les intelligences artificielles génératives qui interrogent les textes réglementaires, pour l'instant, sont de nature et de pertinence variable. Nous avions au sein de la commission une experte qui est Alexandra Bensamoun, qui est une spécialiste du droit et qui nous indiquait que on peut appeler ça le biais, l'hallucination, en tout cas l'information croisée conduisait quelquefois à la génération de nouveaux textes réglementaires par l'intelligence artificielle. Elle est imaginative, elle est créative, mais comme nous le sommes aussi, d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'il faut systématiquement, mais de toute façon pour ce qui est du droit comme pour tous les sujets, et il me semble avoir dit, l'intelligence artificielle produit une information que l'expertise ne doit pas... l'expertise reste au cœur de nos métiers. Il ne faut pas penser, et ça sera d'ailleurs un des défis fondamentaux par rapport aux nouvelles générations, il ne faut pas penser qu'on va pouvoir passer à côté des connaissances. C'est un outil de plus qui s'ajoute dans un système éducatif déjà compliqué. Je veux dire, la somme des choses à savoir est déjà immense. Il va falloir en savoir encore plus maintenant, à savoir les mathématiques, savoir le français, savoir écrire, etc. Et en plus, savoir utiliser cette technologie pour pouvoir l'interroger, mais aussi savoir détecter les erreurs qu'elle est en capacité de faire. Donc voilà, il y a des outils, qui permettent de faciliter. Il me semble bien que Albert, notamment, permet de référencer un certain nombre de textes réglementaires qui sont donc apportés à l'agent public lorsque celui-ci répond à un message d'un citoyen, et donc de pouvoir dire, voilà, en vertu de tel texte réglementaire, voilà ce que vous pouvez faire dans le contexte qui est le vôtre. Pour ce qui est de l'interrogation de banques de données de loi, je crois qu'on n'est pas encore arrivé, autant que je sache, et je vous recommande de lire et de suivre les conférences d'Alexandra Bensamoun, qui en parle beaucoup mieux que moi sur ce sujet. L'intelligence artificielle n'est pas arrivée à la plus parfaite des efficacités, mais d'une certaine manière, tant mieux. Donc j'ai partiellement répondu à votre question sur ce sujet. Il est clair qu'il ne faut clairement pas occulter la question des connaissances et des compétences auprès de ceux qu'on va recruter et de nous-mêmes. À savoir que ces outils ne peuvent pas tout et ne remplacent pas notre clairvoyance, notre faculté d'interprétation et notre nécessaire background. Et ça va devenir... alors, on a encore un peu de temps devant nous, mais les enfants de 10 ans aujourd'hui, qui vont arriver sur le marché du travail dans une quinzaine d'années, on sera pour certains d'entre nous à la retraite, si elle existe encore, mais il y aura une véritable, je pense, mutation. Alors, d'ici là, les choses auront évolué, mais je pense qu'il y aura une véritable mutation de ce qu'est un agent public, un employé, un cadre, quel qu'il soit, en fait, du fait de cette évolution technologique, mais qui interroge, comme vous le disiez, la notion d'expertise. Mais c'est pour ça, et j'en viens à votre troisième question, c'est pour ça qu'il ne faut, encore une fois, pas survendre l'intelligence artificielle. Elle fournit un service, elle ne remplace pas. Elle n'est pas capable, et d'une certaine manière, c'est très bien comme ça, elle n'est pas capable de nous remplacer. Elle n'a pas notre cerveau. Comme je le disais en introduction, c'est une aire cérébrale. Elle décloisonne les informations. Nous, on a cette capacité d'intégration. Alors, je ne dis pas qu'un jour, il n'y aura pas des intelligences artificielles qui auront une capacité d'intégration de données hétérogènes. Ça arrivera peut-être, mais enfin, il faudra beaucoup d'énergie.
Et puis il faudra voir quelles données elle a reçues, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Mais nous avons cette capacité, lorsque nous avons un background d'études, de formation initiale, lorsque nous avons engrangé une expérience professionnelle, on a une capacité de jugement, d'observation et d'interprétation qu'aucune machine ne peut avoir. Et puis on a cette autre capacité, qui est le fait, en principe, de pouvoir travailler à plusieurs, et donc de multiplier les intelligences. Ça, l'intelligence artificielle, encore une fois, pour l'instant, ne sait pas le faire. C'est-à-dire que je peux interroger ChatGPT et Gemini, etc., pour une question donnée, avoir des réponses. En revanche, je ne peux pas leur dire discutez entre vous et faites-moi une synthèse de ce que vous avez pensé sur ce sujet-là. Donc voilà, donc ça en vient donc à cette question de l'attractivité. À titre personnel, je pense qu'il y a un vrai sujet sensible aujourd'hui de celui des agents publics qui sont pour beaucoup sous l'eau, qui ont beaucoup de travail à faire, quel que soit encore une fois le ministère de tutelle, l'administration, l'opérateur, l'établissement dans lequel ils sont, et que ces outils peuvent permettre de faciliter leur travail du quotidien. Je peux juste prendre l'exemple de la messagerie, de la communication par mail. Avoir une réponse générée, proposée à des questions issues de citoyens ou d'autres collègues, etc., ça permet de faciliter. L'idée n'est pas de copier-coller la proposition générée par l'intelligence artificielle générative, mais d'accélérer le travail. Mais il y a un biais dans tout ça, encore une fois. C'est qu'on traite 300 mails aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on en vienne au fait qu'il faille traiter 600 mails. Ça, c'est une vraie question qu'il faudra qu'on se pose collectivement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne soit pas un moyen de contourner et de se dire maintenant j'ai besoin de 50% de moins d'agents publics et je vais pouvoir leur demander maintenant de traiter 600 mails au lieu de 300. Parce que là, finalement, on translaterait le problème, quoi. Donc l'idée, c'est véritablement qu'elle soit en appui, en aide aux agents publics pour augmenter la qualité de travail, et c'est ça qui serait un facteur d'attractivité. On a peut-être encore le temps pour une question, si jamais il y en a. Serré, donc Eduardo. Bonjour. Difficilement. Bonjour, je appartiens à DGFIP, je suis comptable public. Aujourd'hui, dans mon milieu professionnel, je suis confronté à des retours d'intelligence artificielle, notamment de la part des avocats, par exemple, qui sont capables de produire des mémoires en quelques minutes et nous renvoyer des problématiques que nous, sans utilisation d'intelligence artificielle, on va mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec des concertations collectives. Et donc, il est évident que dans cette course, on risque d'être très rapidement dépassé si on n'a pas une vision utilitariste, productive de l'intelligence artificielle. Marc, du coup, je ne sais pas si ça vous inspire. Ça ne m'inspire pas forcément de réponse de ma part, parce que ce n'est pas vraiment une question, mais effectivement, c'est ce que je viens de dire, l'intelligence artificielle générative produit, c'est un plus. Donc ça permet d'aller plus vite dans certains process, dans certaines réflexions. Il y a des chercheurs que nous avons entendus on pourrait avoir l'idée que l'intelligence artificielle ne crée pas, si elle a même une capacité créatrice de stimuler notre créativité. Donc utilisons-la comme telle. C'est-à-dire qu'il faut apaiser la situation, se dire que voilà, elle est capable de certaines choses, elle n'est pas capable d'autres choses. Il ne faut pas y voir une réponse à tous nos problèmes, mais en revanche, voir toutes ces potentialités ne peut être que bénéfique pour nos activités. Merci beaucoup. Merci à vous. Pétel. Merci beaucoup.